puis je vous propose donc de démarrer ce webinaire. Donc tout d'abord, je suis très heureux de vous accueillir tous pour ce webinaire sur les Smart Cities. Alors, une fois n'est pas coutume, même si c'est la seconde fois en 3 ans que nous consacrons un webinaire sur les Smart Cities au sein de la chaire économie des partenariats publics-privés, mais le sujet est large, comme vous le savez. Quand on parle de Smart City, on parle de territoire intelligent, de territoire inclusif, attractif, efficace, résilient, ce qui est un peu d'actualité face aux événements actuels de la Covid-19 et les événements, enfin tout ce que ça a entraîné comme perturbation. On parle aussi de la propriété des données, j'allais l'oublier. Et notre invité a choisi un titre bien précis pour cette soirée, que je n'aurais pas osé choisir moi-même, puisqu'il a demandé à ce que le titre soit précisément Smart City ou comment dépasser l'offre marketing pour réellement proposer des projets de territoires durables, intelligents et impactants au service des citoyens. Donc, comment dépasser l'offre marketing, ça veut dire, j'imagine, comment dépasser le superficiel. Et je m'excuse auprès de mes collègues qui sont peut-être connectés, qui sont en marketing, mais ça ne fait que confirmer ce que je pense et ce dont on discute ensemble souvent, pour réellement proposer des territoires, des projets de territoires durables. Bon, le réellement est important, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer de trouver des solutions qui fonctionnent. Donc j'imagine que ce soir, on fera peut-être un focus un peu plus particulier sur la dimension durable des smart cities et les stratégies pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, puisque c'est l'objectif que s'est donné l'Union européenne. Et c'est l'objectif que s'est donné Engie, mais sur un horizon un peu plus court, si j'ai bien lu la presse récemment. Alors tout d'abord, un grand merci à notre invité, à Louis-Frédéric Robin, qui depuis 2019 est directeur des Smart Cities et des infrastructures du groupe Engie. Donc il pilote au sein d'Engie la stratégie, le développement et les activités d'innovation urbaine pour décarboner les territoires et les rendre durables. Et pour interagir avec lui ce soir, nous avons 2 modérateurs de choix. D'un côté, nous avons Virginie Thévenot, qui est directrice générale de GB2A Finance. Et de l'autre, nous avons Grégory Berkovitch, qui est avocat associé principal chez GB2A. Et je ne les présenterai pas plus avant, puisque vous avez l'habitude de les voir, puisqu'ils sont régulièrement impliqués dans nos événements et qu'ils les préparent avec nous bien souvent et qu'ils sont les partenaires de la chaire depuis maintenant plusieurs années. Donc, je vous propose de démarrer dès maintenant sans plus attendre avec une dernière petite remarque. Pour la partie questions, n'hésitez pas à poser des questions par écrit dans la partie Q&A ou QNR de Zoom, si c'est la version française. Et puis, après la présentation de notre invité et puis les interactions avec nos modérateurs, on prendra quelques questions qui sont posées par le public. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole, Louis-Frédéric. Merci Stéphane. Une première question technique. Est-ce que on s'est posé la question plusieurs fois dans la journée. Est-ce qu'on passe des slides ou pas, ou est-ce qu'on y va c'est très marketing. Du coup, je vais à l'encontre de mon titre, mais c'est pas grave. Sinon, je peux le faire en live. Mais sinon, j'ai des slides qui sont prêtes au choix. C'est vraiment comme vous voulez. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez partager votre écran en tout cas. Les avis étaient partagés. Louis-Frédéric, tu t'en souviens sur ce sujet. Voilà. Et tu peux évidemment partager les slides au fur et à mesure des échanges. D'accord. Alors, hop, qui peut commencer. J'essaie de faire le partage. Voilà. Sinon, on fera en live. Peut-être. Voilà. Pendant que tu fais ton partage, juste Louis-Frédéric, je voudrais te remercier de ta présence parce que effectivement, on a l'occasion, Stéphane l'a salué et merci beaucoup à Stéphane de son invitation. On a l'occasion de participer à un certain nombre des événements organisés et vraiment ce sujet Smart City qui est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations mais qui est aussi souvent utilisé un peu à tort et à travers est un sujet sur lequel je sais que tu as une vision particulièrement opérative, concrète, finalement assez originale dans un univers très sémantique, très codé. Si tu as, Stéphane, dit un petit mot sur les spécialistes du marketing. Je vais dire un petit mot sur mes amis les urbanistes. Ça fera plaisir à Virginie. Le monde des Smart Cities est un monde où, comme les urbanistes savent le faire, on se nourrit beaucoup de mots
Et parfois, on en oublie un peu derrière les mots, les réalités, et on présente un petit peu chaque année qui passe comme une révolution, chaque nouveauté comme une révolution, et on ne sait plus trop faire la différence entre les évolutions et les simples évolutions, entre les révolutions, pardon, et les simples évolutions. Et je trouve que tu as une approche qui permet de replacer à la fois certains enjeux techniques, mais surtout les enjeux de service. Et donc voilà, j'apprécie particulièrement d'avoir l'occasion, grâce à Stéphane, avec Virginie, d'échanger avec toi ce soir. Donc je voulais te le dire devant tous nos participants, que je remercie et que je salue au passage. Merci pour cette deuxième introduction et ce message. Alors effectivement, le titre que j'ai choisi de mettre en avant est un peu provocateur. Il est même provocateur pour nous, parce qu'effectivement, bien évidemment, on fait du marketing, on y croit, on essaie de vendre des offres, mais voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de dire que des marchés de Smart City, on en parle, il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y en a pas tant que ça, même globalement dans le monde. On peut parler de la France, mais dans le monde, il n'y en a vraiment pas tant que ça. C'est en train d'accélérer et on est peut-être effectivement dans un moment intéressant justement pour orienter la discussion avec nos clients et avec nos partenaires sur la définition de cette Smart City. Je veux juste rappeler rapidement que évidemment les rôles ont un rôle clé à jouer dans la transition énergétique. Moi, j'assume le fait de dire qu'elles sont même en première ligne pour cette transition énergétique, de fait par leur rôle régalien finalement d'aménageur et administrateur du territoire. Nous, notre vision effectivement de la Smart City, c'est plutôt de proposer ce qu'on appelle nous la Low Carbon City. C'est vraiment un projet orienté vers la décarbonation du territoire. Une définition qu'on a travaillé notamment avec Grégory, qu'on a appelée C-S+, moins de carbone, plus de services, et qui peut être en décalage avec un certain nombre de projets qu'on voit dans le monde de projets de Smart City, on va l'appeler comme ça, c'est pas très grave, qui sont très technocentrés, très orientés autour des équipements, de l'IoT, du fait qu'on va être capable de mesurer tout et n'importe quoi, peut-être. Voilà. Donc effectivement, rappelez aussi qu'atteindre cet idéal finalement de la neutralité carbone et développer des nouveaux services ou améliorer ceux qui existent, c'est une très belle ambition. Vraiment, c'est une belle ambition, mais ça nécessite du temps et de l'engagement. Et pour y arriver, effectivement, les villes vont avoir besoin d'offres globales. Il va falloir globaliser. Il va falloir peut-être arrêter de la succession des appels d'offres publics qui ont un coût intrinsèque et puis qui prennent du temps. En fait, on est vraiment dans l'urgence climatique. Donc, l'urgence, ça veut dire qu'il faut répondre globalement de façon impactante. C'est peut-être aussi cette idée que les villes vont devoir s'adjoindre le service de partenaires dits stratégiques, c'est-à-dire des gens qui ont une vraie capacité à co-construire la solution avec eux. Évidemment, on aura besoin d'un véhicule juridique pour porter tout ça. L'idée, c'est d'amener de la performance à long terme et de créer de la valeur. Consommer moins, consommer mieux, maîtriser les coûts, augmenter la résilience et l'attractivité des territoires. Alors, il y a quelques slides, je vais passer rapidement dessus parce que ça n'a aucun intérêt, évidemment, parce que c'est marketing. On s'était dit que c'était le postulat. Mais quand même, rappeler quelques chiffres. Les villes, c'est 2% de la surface de la Terre et c'est pourtant 2/3 de la consommation énergétique mondiale. 80% des émissions de carbone. Donc vraiment, c'est très, très puissant. 56%, c'est le taux d'urbanisation mondial en 2020. 60% en 2030, 70% en 2050. Donc ça va vite et ça va fort. Et ça va poser des problèmes immenses devant nous. L'urbanisation galopante, c'est la pauvreté plus forte. Ça veut dire des infrastructures qui n'ont pas été pensées il y a 30 ou 40 ans pour de tels besoins. Donc comment on gère finalement ces infrastructures demain qui vont être inadéquates ou surchargées? C'est l'aggravation de la pollution. Et donc la pollution, c'est des problèmes de santé. Donc voilà, et s'ajoute aujourd'hui notamment, on voit bien l'impact de la Covid-19 qui a renforcé la fracture sociale. Selon la Banque mondiale, un rapport très 100 millions de personnes dans le monde sont retournées dans ce qu'on appelle la pauvreté. Donc voilà, ça creuse les inégalités territoriales. Évidemment, ce mouvement de décentralisation et de prise de conscience des élus, il est en train d'accélérer. Il y a vraiment de plus en plus d'initiatives locales. On voit bien que l'intérêt, c'est la qualité de l'air, c'est la mobilité verte,
Et clairement, aujourd'hui, on voit bien la vague électorale en France a été, on va dire, cette vague verte a été en partie, on peut imaginer, une réponse à ces attentes exprimées par les citoyens. Hein. Et donc, on peut dire que la ville demain, on veut qu'elle soit plus verte, plus inclusive, plus connectée, plus agréable à vivre. Voilà. Et ça c'est des notions qui sont importantes demain. Alors évidemment, il y a plein d'enjeux, il y a plein de challenges devant nous. Hein. La crise environnementale, les transitions technologiques qui vont de plus en plus vite. On va observer des ruptures de plus en plus fortes et de plus en plus rapides. La pression démographique, cette crise sanitaire dont on a déjà parlé, et en même temps, une vraie demande de nouveaux services pour les territoires et pour les gens qui y habitent. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas produire des services qui n'ont aucun sens, avec de la transparence dans la vie politique au sens initial du terme. Et ça implique effectivement un recentrage de mon point de vue, de notre point de vue de la ville, objet administratif, si on peut dire, dans sa fonction originelle de servir le bien commun. Pourquoi on a créé des villes? C'est pour vivre à un endroit mieux ensemble. Plus de sécurité, plus de services, un mieux vivre ensemble. Voilà, donc c'est vraiment important. 3 enjeux majeurs: consommer moins de ressources. Voilà. Comment on va rendre les infrastructures bâtimentaires, de distribution d'énergie, moins consommatrices d'énergie. Et on voit bien que ça pose, c'est un problème qui n'est pas que public, c'est un problème public-privé, vraiment dans le sens du terme partenarial, puisque les collectivités territoriales ont évidemment des fortes capacités d'action sur leur propre parc bâtimentaire, sur leurs propres usages, leurs infrastructures. Et puis, il y a nous qui habitons dans ces villes-là, dans nos propres maisons, nos propres appartements. Et la collectivité locale ne va pas nous imposer de rénover nos bâtiments, mais elle peut nous aider, elle peut nous aider à vraiment réfléchir comment améliorer nos propres habitats pour notre propre bien. Donc, on voit bien que les actions sont et directes et inductives. Donc, ça implique vraiment quelque chose de fort à faire ensemble. Comment on recycle, comment on crée des boucles locales, comment d'ailleurs on va développer de l'énergie plus verte. Et l'énergie plus verte, vous le savez tous, ce n'est pas juste des certificats d'économie d'énergie ou de ce qu'on appelle le greenwashing. Et Engie a été un acteur de ça. À un moment donné, on avait des certificats là-dessus. Aujourd'hui, nos clients, les villes, nous demandent de construire des systèmes de production d'énergie renouvelable locale. Hein, il faut que le champ éolien ou le champ solaire, même si on le trouve moche, pas qu'il soit trop loin, il faut quand même qu'il soit sur le territoire, parce qu'il va créer de la valeur énergétique sur le territoire, mais il va également créer des emplois, des choses comme ça. Et puis, évidemment, réinventer les espaces urbains. Je donne un exemple, mais ça va vous parler. La ville de Santiago au Chili, c'est une ville qui fait, allez, si on prend le plus loin du bord de la ville, on est quasiment à une ville qui fait, c'est un cercle de 100 km de diamètre. Et donc, quand on veut voyager dans cette ville en un quart d'heure ou en 20 minutes, qu'on peut dire voilà, dans la proximité, faire 20 minutes pour 100 km, c'est impossible. C'est trop grand. Voilà, donc en fait, on a déjà dépassé le seuil de ce qu'on pourrait appeler la proximité réelle, l'intérêt, voilà, et donc ça pose tous les autres problèmes qu'on peut imaginer. Alors évidemment, quelques leviers, et puis après on a plein de questions, mais quelques leviers qui peuvent être intéressants, quelques leviers majeurs. L'offre intégrée dont je parlais dans mon introduction, comment on est capable, à un moment donné, de se poser de quoi on a vraiment besoin globalement pour répondre à ça. On a besoin de design, on a besoin de gens qui pensent la ville, qui pensent les solutions et qui vont être capables de les construire, de les financer, de les exploiter, d'y apporter également de l'énergie. Voilà, donc il faut quelque chose de global, je pense. Moi, quelque chose qui me paraît très important, et c'est cette sorte de partenaire stratégique qui va être capable d'être l'interlocuteur de la ville, des élus et des administrés pour lui proposer des solutions, leur montrer finalement l'impact réel de leur mise en œuvre et d'être capable d'éclairer la ville dans une décision commune partenariale. C'est très, très important. Un exemple, aujourd'hui, il y a un très gros appel d'offres en Angleterre pour la ville de Bristol, 500 000 habitants, volonté de la ville de se décarboner à 2038. 2038, c'est demain. Eh bien, il y a vraiment cette idée de partenaire stratégique. La ville vient avec sa capacité de politique publique et puis les actifs de la ville. Elle est vraiment dans son rôle et elle s'adjoint les services d'un partenaire stratégique qui amène également le financement. Et ensemble,
ensemble, il y a volonté d'aller décarboner et d'amener les solutions les plus pertinentes pour la ville de Bristol. Hein. Pas pour l'Angleterre, pour la ville de Bristol, c'est ça qui est important. Et donc, on va être capable d'amener le bon business model, le bon véhicule juridique et quelque chose qui est très important, et on en parle souvent avec les équipes de GB2A, la gouvernance. C'est-à-dire que qui décide, comment on décide, c'est extrêmement important, cette idée de gouvernance, qu'elle soit claire et qu'elle soit transparente, partageable. Et puis un dernier point qui est un peu techno quand même, c'est le socle digital, hein, parce qu'effectivement on parle des infrastructures, on parle des bâtiments, on parle de tout ça. On a aujourd'hui un atout que n'avaient peut-être pas nos aïeux, c'est qu'on a aujourd'hui le digital qui nous permet finalement de décloisonner, de transversaliser les infrastructures et de prendre finalement avantage de toute la donnée territoriale. Alors Stéphane, vous en avez parlé au début, effectivement il y a un vrai sujet sur c'est quoi la propriété de la donnée territoriale, de cette donnée publique, mais c'est vraiment un atout qui va nous permettre de dire s'il se passe ça à tel endroit dans la ville, je peux mettre les infrastructures au service des événements et de la vie des citoyens. Voilà, très important. Alors, effectivement, pour démarrer un peu le propos, je dirais que l'intérêt de faire une smart city, c'est qu'elle soit pour et par les citoyens. Pour les citoyens, évidemment, ça se renforce en plus avec cette pandémie. On a un peu remis à l'échelle de la ville nos quotidiens. Moi, j'ai effectivement l'habitude de voyager relativement dans le monde et assez souvent, et de voir ce qui se fait un peu à droite à gauche. Finalement, je me dis, c'est quoi ce qui est important pour moi dans ma ville? Voilà. Donc, ça a relocalisé mon échelle. Je pense même plus région. Je pense à mon territoire de vie. Voilà. Et donc, comment on va s'investir durablement dans toutes les phases de notre vie dans ce territoire-là, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, hein, malheureusement, mais ça va arriver. Comment on peut s'épanouir et vivre correctement dans ce même territoire dans toutes ces phases de vie? Quels sont les vrais services essentiels? Quelles sont les vraies choses qui font qu'on va bien vivre ensemble? Ça, c'est très important. Les déserts commerciaux, médicaux et de services sont une réalité. Demain, il y a un vrai choix à dire, voilà, je veux que ce service il soit dans ma ville, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important pour mes concitoyens. Les citoyens, parce qu'il va falloir changer nos habitudes de consommation. Hein, on parle beaucoup des consommateurs, mais c'est ce qu'il va falloir qu'on devienne, parce que demain, il va falloir qu'on modifie radicalement une partie de nos éléments de consommation. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de vie, mais c'est qu'on va prendre conscience de la manière dont on consomme également notre territoire, et en particulier des ressources. Tout ça, ça va aussi nous renforcer notre consentement à l'impôt. Alors, je ne sais pas si on a tous envie d'avoir envie de payer beaucoup d'impôts, mais en tout cas, on peut dire qu'on peut imaginer qu'un projet de territoire décarboné, durable, ça peut quand même renforcer notre consentement à cet impôt qui est quand même le carburant économique des collectivités territoriales partout dans le monde, pour que vraiment l'investissement soit local et durable. Et puis effectivement, par les citoyens, parce que les citoyens peuvent aussi être à l'origine de controverses, c'est-à-dire d'incompréhension face à un projet. Et donc, il va falloir s'intéresser, vous, moi, aux projets qui vont vraiment avoir lieu sur notre territoire et pas juste dire, en fait, subir. J'ai fait un choix électif à un moment donné et je ne me pose pas vraiment de questions de savoir des projets qui se passent sur mon territoire. Hein. On est censé ne pas ignorer la loi, mais on ne devrait pas non plus censé ignorer les projets qui vont avoir lieu sur notre territoire. On doit s'intéresser là où on vit. Je continue. Ces projets-là, ils vont avoir un impact à court et à long terme. Hein. Et je le redis, des projets de décarbonation de territoire, ça ne peut pas être le projet seulement d'une équipe municipale. Ce n'est pas possible. Hein. C'est des projets qui sont à 15 ans, voire 20 ans. Nous, on vient de signer des contrats aux États-Unis à 50 ans. 50 ans, ça veut dire que sur un rythme électoral, il va y en avoir 4, 5, 6, c'est vraiment énorme. Donc, ça veut dire qu'il faut que le projet, et il peut être porté par une équipe municipale et un élu, c'est très très bien, c'est même évidemment fondateur, mais il doit s'assurer que son projet, c'est une vision partagée pour la communauté. Voilà. Hein. Et donc, à court terme, c'est des consultations citoyennes,
multiples avec les élus, un vrai débat public. C'est la création de sociétés mixtes, public-privé. N'ayons pas peur du privé, n'ayons pas peur du public. Moi, j'ai plein de gens chez Engie qui me disent ah, c'est compliqué de travailler sur les marchés publics. Non, ce n'est pas compliqué, c'est juste un mode de fonctionnement qu'il faut appréhender correctement. C'est évidemment sans doute des travaux, beaucoup de travaux dans nos villes, et ce n'est pas toujours agréable. Des changements d'habitude, des renoncements dans la manière dont on utilise notre propre véhicule, par exemple. Et puis, c'est aussi cette idée de la donnée territoriale. Comment on va appréhender que nos données, nos usages, nos comportements vont être de la donnée disponible au service du territoire. Il y aura cette notion-là au service du territoire. Consommer mieux, moins, des coûts maîtrisés, une fiscalité sans doute en baisse ou disponible pour d'autres projets. Voilà, c'est aussi l'intérêt de refaire les infrastructures, c'est de les rendre moins consommatrices, moins coûteuses, et puis d'augmenter la résilience et l'activité du territoire. Alors évidemment, pour faire ça, on en a un petit peu parlé, puis je pense qu'on aura des questions là-dessus. Il faut qu'on ait des véhicules juridiques pour faire ça. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Alors évidemment, vous qui faites partie de l'IAE et de la chaire PPP, vous êtes évidemment plus encore au fait de ces sujets, mais c'est clé. C'est clé parce qu'effectivement, au-delà même d'avoir un modèle, il faut qu'on ait un réceptacle qui nous permet de réfléchir au bon modèle, au bon tandem public-privé, avec cette gouvernance, se doter de véritables capacités de financement, parce que changer des projets comme ça nécessite un petit peu d'argent. Conserver la capacité d'innover, ne pas se fermer. Je parlais des ruptures technologiques, il faut qu'on ait la capacité d'innover sur notre territoire et de proposer ces nouveaux services. Parce qu'il y en a aujourd'hui ceux qu'on connaît, et puis il y a ceux qui sont attendus ou espérés ou qu'on ne connaît pas encore. Et puis, très important pour moi, c'est que chacun garde ses prérogatives. La collectivité territoriale, c'est l'aménageur du territoire. C'est lui qui décide comment il veut aménager son territoire, évidemment en lien avec les attentes des administrés, mais c'est son rôle. Le privé, public-privé, il est réalisateur de cette vision. Il est accompagnateur de cette vision et de la capacité de réaliser. Et donc, effectivement, c'est ensemble, dans la transparence, qu'on va faire un vrai partenariat. Et ça, c'est très important. C'est fondateur. Si on ne fait pas ça, en fait, on va se retrouver avec des projets qui n'ont pas vraiment de sens pour le territoire, où chacun ne va pas vraiment y trouver son intérêt. Je vais peut-être m'arrêter là. Après, j'en ai plein de trucs. On peut vous raconter plein de choses sur les barrières, les difficultés, à quel point c'est compliqué, à quel point c'est satisfaisant. Mais peut-être effectivement que vous avez des réactions dans ce webinaire à toutes ces thématiques. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. On va peut-être commencer à discuter entre nous avant d'ouvrir bien sûr. faire les questions des auditeurs. Il y a déjà des questions qui sont dans la partie questions et réponses que je vais sélectionner par la suite. Virginie, vous vouliez réagir? Oui, effectivement. Merci beaucoup, Louis-Frédéric, pour toute cette présentation, cette introduction, cette mise en perspective des enjeux. Et puis, on voit bien l'urgence à agir et puis derrière tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre. Alors, moi, j'avais des questions dès la première slide. Tu parlais de stratégie low carbone. Est-ce que derrière ça, tu entends, ça recoupe le vocable de décarbonation ou décarbonisation, puisque je crois que les deux sont admis. Quelles sont les réalités derrière? Est-ce que tu crois que c'est une adjonction de plusieurs services qui sont actuellement séparés ou parfois agglomérés dans certains projets qui peuvent aboutir à ce résultat? Plus une adjonction de smart technology, est-ce que c'est le bon vecteur? Est-ce que c'est le moyen actuel, en tout cas, que vous avez mis en place? Et puis, je revenais juste sur une chose, du coup, tu parlais du concept C-S+, moins de carbone, plus de services. Et puis, on s'est beaucoup dit qu'il fallait aussi ajouter le E+, c'est-à-dire plus d'économie ou plus d'efficacité. Voilà. Est-ce que c'est ça la décarbonation, à ton avis? Merci, Virginie. Alors, la décarbonation, elle a effectivement plusieurs visages. Il y a le premier qui est vraiment l'enjeu
Ouais. massif par rapport au poids de la ville aujourd'hui, le poids carbone de la ville, il y a cet enjeu massif quand même de vraiment décarboner, c'est-à-dire de faire baisser l'impact carbone des différents usages et des consommations au cœur de la ville. Ça, c'est vraiment un enjeu. Et donc, quand on parle de décarbonation des territoires, c'est vraiment de faire transformer la manière dont on vit pour que quand on le fasse, ça ne consomme quasiment plus de carbone. C'est C-, voire C0. Alors, le C0, il n'existe pas. C'est un mythe. C'est un mythe. Qu'on le veuille ou non, on consommera du carbone, ne serait-ce que dans les chaînes d'approvisionnement des matériaux renouvelables, des éoliennes, des panneaux solaires, des machins. Il y a du carbone quelque part parce que malheureusement, tout n'est pas produit localement. Donc le C0 n'existe pas. C'est vraiment une utopie. Mais la neutralité carbone, c'est un vrai sujet. Et il montre d'ailleurs la disparité des territoires. C'est-à-dire que toutes les villes ne sont pas égales par rapport à la neutralité carbone. Notamment parce que chaque ville dispose de son propre puits carbone. Et donc, une ville qui aurait favorisé depuis de très grand nombreuses années les espaces verts, le fait qu'il y ait une rivière qui coule dans son centre, des choses comme ça, fait qu'elle va bénéficier d'un avantage par rapport à une ville qui serait purement du béton. Voilà. Donc, le puits carbone, l'espèce de réserve de puits carbone qui existe sur une ville, c'est un avantage pour vraiment certaines collectivités. Et d'ailleurs, c'est sans doute une stratégie dans les solutions à mettre en œuvre d'augmenter ce puits carbone. À l'inverse, une ville qui serait très rurale, il ne faut absolument pas oublier la ruralité, c'est une vraie réalité de nos territoires français, mais partout dans le monde. Des territoires qui auraient fait le choix d'une agriculture intensive forte vont finalement ne plus bénéficier au titre du territoire de ce puits carbone, puisqu'en fait, elles vont se retrouver avec des productions qui vont être extrêmement émettrices de carbone, notamment pour l'élevage intensif. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elles vont être pénalisées par des choix qui ont été faits il y a 200 ans, 300 ans. Alors, c'est comme ça. Hein. Les gens qui habitent le Charolais, aujourd'hui, ils sont très fiers de leur territoire, ils produisent de la très bonne viande. N'empêche que du point de vue carbone, ils sont quand même désavantagés par rapport à ceux qui font des céréales. C'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité. Et donc, la décarbonation des territoires, c'est vraiment ça. Donc, la neutralité des territoires, c'est vraiment d'emmener une ville d'un point A à un point B où elle va aller chercher cette neutralité carbone pour s'effacer finalement dans son impact, ou diminuer de façon drastique son impact négatif, réellement négatif dans l'empreinte carbone. Mais ça ne peut pas se faire au détriment du bien vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée de l'objet technique, l'objet techno par rapport au projet de vie. Ça n'a absolument aucun. Moi, je vais vous donner un exemple très concret, qui n'est même pas forcément lié à un projet de ville. Les éoliennes, c'est un outil très, très performant pour produire de l'énergie renouvelable. Une éolienne, c'est très, très efficace. Ça produit 4-5 mégawatts d'énergie renouvelable quand il y a du vent, je l'entends, mais c'est très, très puissant. Aujourd'hui, personne ne veut d'une éolienne dans son jardin. Un machin qui fait 150 mètres de haut avec des pales de 30 mètres, ça n'intéresse personne. Personne peut trouver ça magnifique. Vraiment, c'est très compliqué. Il y en a, mais c'est quand même pas l'enjeu majeur. C'est pas la majorité. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas nous dire on veut décarboner un territoire et proposer des solutions qui ne rencontreraient pas non plus la capacité de vivre avec. Ça ne marche pas. On ne va pas tous remplir nos maisons avec 1,50 m de chambre sur les murs dans 10% de la surface d'origine. Et pourtant, techniquement, c'est une très bonne idée. Mais ça ne marche pas. Donc, derrière la décarbonation, et pour répondre à ta question, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la capacité technique, et il y a la possibilité réelle de sa mise en œuvre sur un territoire. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réconcilier les deux. C'est pas dire, moi, j'ai les meilleures solutions techniques et moi, j'ai un territoire qui en a besoin. C'est de dire, finalement, où est-ce qu'on va bien se rencontrer pour que ces solutions-là, elles soient acceptables, vraiment acceptables pour tout le monde. Voilà. Après, la techno, et en particulier la smart techno, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen. Après, il faut juste avoir conscience qu'aujourd'hui, on produit de la donnée. Elle n'est pas toujours qualifiée. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de la donnée qui est de la donnée polluée. Et donc, finalement, la traiter, ça consomme du temps, de l'argent, tout ce qu'on peut. Et la donnée, la data, c'est un des plus gros émetteurs de carbone dans le monde. Donc, ça veut dire que derrière, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'un territoire qui produirait une quantité illimitée de données,
finalement, elle se repénalise dans l'autre sens. Elle, finalement, elle se refait un poids carbone juste au fait qu'elle veut produire d'autres choses. Hein. Donc, c'est la limite du truc. Voilà. Peut-être une réaction par rapport à la présentation générale. En tant qu'économiste, quand on s'intéresse à la décarbonation d'un territoire ou d'un pays, on raisonne souvent en termes macroéconomiques, en termes de fiscalité carbone. On pense souvent que c'est l'outil le plus adéquat pour faire changer les choses. En fait, quand on parle de smart cities, on rentre plus dans le vif du sujet et dans les solutions micro au niveau des acteurs, les conditions nécessaires de réussite et les stratégies à mettre en place dans le concret. Et ce que je retiens, c'est que j'ai retenu quelques points intéressants, notamment le fait qu'il y ait l'idée d'un partenaire stratégique qui amène le financement, qui intègre les ressources et qui centralise un petit peu la stratégie, qui a un socle digital qui permette de décloisonner les infras et d'avoir une bonne vision de ce qui se passe et des performances quelque part, qui est de la transparence. Et vous avez insisté beaucoup, et en introduction et pendant la discussion, sur il faut créer de la valeur. Et notamment, il faut créer de la valeur et ça passe par des objectifs environnementaux qui sont sûrement mesurables, mais aussi par des objectifs sociaux, par des objectifs de bien-être, bien vivre ensemble, etc. Et je me pose la question de savoir dans quelle mesure ça, c'est mesurable. Et si ça ne l'est pas, comment on peut aller vers de la transparence et un projet commun qui soit accepté de tous si on n'est pas capable de mesurer précisément l'impact sur le bien-être, le bien-vivre, etc. Et ça m'amène à une deuxième question. Le début de la présentation, c'était de dire bon, on va parler de smart cities, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup dans le monde et il n'y a pas beaucoup d'exemples voilà, à mettre sur la table, ou en tout cas de choses vraiment intéressantes. Donc, ça m'amène à une question naturellement qui est de savoir, il n'y a pas d'exemples qui pourraient servir de benchmark en France ou à l'étranger. Je ne sais pas, je regardais les news, je vois que c'est la semaine des Champions Mayer à l'OCDE avec donc les maires champions qui sont réunis pour discuter des solutions de développement durable et aussi des problèmes de décarbonation dans leur ville. Est-ce qu'il n'y a pas des villes qui font figure de champions justement ou de référents? Alors, pour répondre à la dernière partie de votre question, est-ce qu'il y a des champions? Pas vraiment. Pas vraiment aujourd'hui. Il n'y a pas de vrais champions, encore que on voit un certain nombre de projets de villes qui sortent un peu du. Il y en a qui sortent du sable, il y en a qui sortent de terre. Alors, on a quelques projets qui sont aujourd'hui dans les cartons, de projets de création ex nihilo d'une ville qui serait totalement décarbonée, servicielle, le C-, S+, E-. On voit quelques projets, mais c'est pas légion, c'est vraiment pas légion. Il y en a vraiment pas. Ça, je peux en citer quelques-uns. Il y a Forest City, près de Singapour, une île à tout à côté. On peut faire une île entièrement, il n'y a rien aujourd'hui, enfin, c'est un bout de caillou. Toutes les infrastructures sont en souterrain, on se balade à pied dans toute la ville et les immeubles sont quasiment des espèces d'arbres. Voilà. Donc, effectivement, hyper neutre en carbone, hyper serviciel, machin. Un projet, voilà. Il n'est pas encore sorti de terre. Vous avez Neom The Line, un projet en Arabie Saoudite, projet Neom, hein, à coût de pétrodollars. C'est un projet d'une ville qui fait 180, c'est une ligne qui fait 180 km de long. Mais c'est une ligne. Elle est construite entre deux lignes. Vraiment, je ne sais plus, elle fait 2 km de large ou 3, pas beaucoup plus. Et puis, on met des successions de quartiers. Et dans chaque quartier, il y a tout. Il y a les écoles, les universités, les commerces, les buildings de beauté. Et il y a tout dedans. Voilà. Pareil, c'est un projet. Voilà. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui Bill Gates, qui était dans la après, c'est pas très longtemps. Il vient d'acheter quasiment l'échelle d'une ville en Arizona. Et il veut faire une ville zéro carbone, très tournée sur la donnée. Voilà. Donc, des champions, on n'en a pas tant que ça. Et visibles, des champions visibles. Après, je pense qu'on a plein de villes, et en France, de villes qui ont fait des choix il y a quelques années, sous l'impulsion d'un élu, de faire des territoires extrêmement durables, extrêmement qui ont du sens sur le territoire. Il y a quelques grands élus qui sont pour le coup des champions. Voilà. Après, ils se heurtent un peu, de mon point de vue, à des modèles juridiques un peu passéistes. Il y a un certain nombre de données de marché partenariats, on peut parler des PPP par exemple, qui ont eu mauvaise presse, qui ont été mal compris, mal utilisés. Donc effectivement,
ça a un peu heurté le système. Parce qu'en fait, le problème d'une ville, c'est que c'est quand même un objet complexe et que si on veut avoir, ne serait-ce que tant soit peu, un impact vraiment sur la décarbonation, il faut toucher à plein de trucs en même temps. Il faut toucher au bâtiment, il faut toucher à la mobilité, il faut toucher à la chaleur, il faut toucher au froid, il faut toucher à la consommation électrique des gens, il faut toucher à la cuisson, il faut toucher un peu à tout. Et donc, finalement, si on n'a pas le bon truc, en fait, on passe notre temps à faire des superpositions de marchés publics. Alors, c'est un coût, hein, c'est un coût pour la collectivité. Et donc, finalement, l'idée y est, mais on ne se met pas en capacité d'y arriver. Voilà. Donc, on trouve quelques champions, mais il n'y en a pas tant que ça. Je rappelle juste qu'en France, hein, je disais qu'il n'y avait pas de marché Smart City, il y a eu Dijon et il y a eu Angers. Hein. C'est-à-dire que sur les 5-6 dernières années, ça met un peu de temps quand même à sortir, il y a 2 projets qui sont sortis. 2 projets. En Angleterre, il y en a un. Il y a Bristol qui est le premier à sortir. D'ailleurs, il y a Manchester, il y en a d'autres qui vont arriver. Moi, il n'y en a qu'un. Aux États-Unis, ils parlent de Smart City. En fait, le système américain, il est aussi compliqué que le système millefeuille administratif français. Mais aujourd'hui, la ville qui se réclame étant la Smart City américaine, c'est Columbus, hein, dans l'État d'Ohio. C'est un projet de mobilité. Ce n'est pas du tout un projet de Smart City, c'est un projet de Smart Mobilité. Alors, il est très, très bien. Hein, c'est un projet de bande de recharge électrique, de transport public décarboné. Ce n'est pas du tout un projet global et de décarbonation du territoire. Ça n'a rien à voir. Mais il s'appelle quand même Smart City. Voilà. Et puis, je peux égrener la liste comme ça, presque à l'infini, mais voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de vrai projet de territoire. Ça va arriver. Il y a des élus qui commencent à prendre le point. On sent qu'il y a un certain nombre de projets qui vont arriver avec des gens qui veulent juste dépasser leur propre personne et produire des choses comme ça. Et pour répondre à votre première question sur ce qu'on appelait avant les externalités positives des projets, hein, ça commence à arriver. La littérature commence à exister. Les académiques commencent à vraiment se poser cette question de comment on mesure, y a-t-il un référentiel, hein? Ça veut dire quoi le bien vivre ensemble? Comment on le mesure? C'est un peu compliqué comme notion. Ça arrive. Et il y a des projets, pour le coup, je vais revenir au projet Bristol. Hein, un projet combi, on n'a pas gagné. Hein. On est dans la compétition. Mais 30% de la note finale d'attribution de ce projet sera pour l'entreprise qui sera capable de mesurer le retour sur investissement social et environnemental. D'accord ? Alors, ils ont donné des règles de comptabilité, pour le coup, ils ont défini leurs propres règles, mais celui qui sera capable de maximiser la création de valeur sociale et environnementale sur le territoire, c'est lui qui va gagner 30% de la note. Donc, ce n'est pas anodin. Hein, c'est pas anodin. Tout typiquement là-dessus, je vais faire un peu de promo, nous, on a développé carrément un outil pour le faire, à partir de la littérature, avec des universités, pour comprendre comment on mesure, avec toutes les parties prenantes. Voilà. C'est un sujet assez complexe et en même temps, c'est un des sujets les plus passionnants. Comment on démontre que des projets de décarbonation, pour revenir à la question de Virginie, vont en même temps créer de la valeur sur le territoire et pas juste créer de la valeur pour une entreprise, comme elle dit, c'est très bien. L'idée, c'est que ça crée quelque chose sur le territoire et pas juste moins de quelque chose. Il faut que ça crée quelque chose. Voilà. Et donc, généralement, cette création de valeur, elle est sur ce bien vivre ensemble. Et c'est difficile à mesurer. Voilà. Grégory, tu veux réagir? Oui, et puis je vais essayer de casser un peu le rythme en étant un peu désagréable, parce que tout le monde est tellement sympa autour de cette table que franchement, on pourrait presque croire qu'il n'y a que des gens gentils, donc je vais faire le méchant. Parce que j'ai une ou deux questions qui m'ont titillé dans les présentations de Louis-Frédéric. D'abord, une remarque, mais qui est en même temps une question. Tu as dit, voilà, les PPP ont plutôt mauvaise presse. Je vais être un peu plus direct. Les PPP, c'est un terrible échec médiatique, politique, d'image, enfin… Franchement, à part la gestion de la crise sanitaire, comme échec de communication, on a encore rarement vu mieux, quoi. On est à peu près au top. Pourquoi cet échec ? Et si on veut revenir un tout petit peu sur le sujet, c'est que derrière la sémantique, là aussi, de partenariat public-privé, sémantique qui met finalement en juxtaposition le public et le privé, qui sont souvent deux notions qui s'opposent, en tout cas en France, mais pas que, il y a quand même une difficulté. Alors, on peut mettre ça sur le dos du modèle juridique, mais comme je suis avocat, j'ai toujours l'impression qu'on met beaucoup de choses sur le dos des modèles juridiques, alors qu'en fait, modèle juridique, il y en a plein. Aujourd'hui, la boîte à outils, elle est assez complète et elle l'était sans doute déjà il y a 15 ans.
En revanche, c'est la volonté de partenariat qui en général fait défaut. Quand je dis la volonté de partenariat, c'est-à-dire la volonté réelle, sincère, de part et d'autre, de faire quelque chose en commun avec les mêmes objectifs. C'est-à-dire le privé qui a envie de faire autre chose que de fournir de la prestation au meilleur prix, parce que souvent dans les partenariats publics-privés, on s'est quand même rendu compte que quand on pouvait limiter les garanties, limiter les transferts de risques et maximiser le rendement économique d'un contrat, et ce n'est pas Stéphane qui me dira le contraire, voilà, quand c'était possible et quand il y avait un petit peu de dissymétrie dans la négociation, bah, c'était plutôt sympa pour le privé. Et inversement, quand la dissymétrie était dans l'autre sens, on sent que le public finalement continue à avoir la même méfiance vis-à-vis du privé, quand ce n'est pas franchement de l'hostilité, et qu'en gros, derrière la notion de partenariat, il y a l'idée de filer le maximum de risques avec le minimum d'argent à son partenaire. Donc, comment est-ce qu'on dépasse ça finalement? Et la question qui vient derrière est une question, et d'ailleurs, elle fait un peu référence à des questions que j'ai lues dans le fil de discussion. Je me suis permis d'aller jeter un œil dans le fil de discussion. Et il y a deux questions que je trouve assez intéressantes, parmi d'autres d'ailleurs, sans doute Stéphane en trouvera-t-il plein d'autres très intéressantes, mais qui en tout cas m'ont interpellé. C'est ma deuxième question. Donc la première, c'est comment on dépasse finalement ces espèces de postures entre le privé et le public, quelles sont les conditions d'un vrai partenariat au-delà des modèles juridiques. Là, tu le sais, on trouve toujours des solutions. Deuxième question, c'est sur les territoires. Parce qu'on dit smart city, smart territoire, la ville, etc. Et derrière, moi, j'ai quand même plusieurs interrogations. Et je sens que certains des auditeurs ont les mêmes interrogations que moi. D'abord, quelle est la bonne échelle territoriale? Et quand je dis échelle territoriale, ce n'est pas seulement le dessin du territoire, parce qu'on peut imaginer que c'est la ville ou l'agglomération, en France, par exemple, sachant que les régions sont censées être les grands aménageurs des territoires, je le rappelle, dans la répartition des compétences. Mais ça pose aussi tout simplement la question justement des compétences et de la décentralisation. C'est-à-dire qu'entre les maires champions dans le monde, on se rend compte quand même que d'une ville à l'autre, dans un pays ou un autre, les compétences, la capacité à faire, ne serait-ce que juridique, mais aussi budgétaire, n'est pas du tout la même. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a une limite à l'action de certaines collectivités, c'est la limite de leur budget ou de leurs compétences dans un cadre contraint. Et puis la deuxième limite territoriale, et elle est dans ma même question, c'est les espaces privés. Parce que quand on parle de la ville, on parle finalement de très peu d'espaces publics et de beaucoup d'espaces privés. Or, le maire, en tout cas dans ma vie à moi, il a compétence à l'extérieur de ma maison, pas à l'intérieur. Et donc ça, c'est la deuxième question. Donc, quelle échelle territoriale? Comment faire pour toucher le privé? D'ailleurs, à ce sujet, hein, je le dis parce que j'ai lu une question sur les villes moyennes et les métropoles. Alors là, ça vous permettrait de faire un débat carrément autour du sujet. Je pense que le smart territoire, il peut être métropolitain ou de petites villes. Par contre, ce qui me fait un peu sourire, c'est qu'on dit qu'il faut favoriser les villes moyennes. Mais ce qui tue les villes moyennes ou les petites villes, ce n'est pas les politiques publiques, c'est le fait que les gens, manifestement et majoritairement dans le monde, veulent de plus en plus, depuis des décennies et des décennies, aller vivre dans les villes. Hein. Ce n'est pas les politiques publiques qui ont créé les grandes métropoles, c'est les mouvements de population. Là aussi, ça pose la question de l'aménagement. Puis dernière chose, et c'est toujours sur cette idée de territoire, tu as dit, et je pense que c'est très important, associer les usagers, les citoyens. D'abord, c'est qui les citoyens d'une ville? Est-ce que c'est ceux qui votent? Est-ce que c'est ceux qui y habitent? Est-ce que c'est ceux qui y viennent? Est-ce que c'est ceux qui y vivent? Ce n'est pas les mêmes. Et puis deuxièmement, moi, il y a un truc dont je me méfie terriblement, mais alors je le dis pour ceux qui nous écoutent, je suis un ancien élu local, c'est peut-être à cause de ça, c'est la démagogie, parce que la démocratie directe électronique, c'est quand même un truc qui, moi, me fait très peur. Parce que donner le pouvoir à mon maire, bon, c'est un truc, je ne suis pas forcément fan, mais voilà. Donner le pouvoir à ma voisine, je suis carrément contre. Je le dis tout net. Parce que d'abord, je ne l'ai pas choisie, et puis en plus, franchement, je la connais, elle n'est pas sympa. Donc, comment on fait pour ne pas mélanger finalement démagogie et démocratie directe électronique? Voilà, c'était mes trois grandes questions. Grégory et Louis-Frédéric, permettez-moi de compléter. Effectivement, cette question de territoire, d'échelle du projet, en fait, d'échelle territoriale est
as vraiment insisté là-dessus dans ta présentation, plus cette question de participation citoyenne et cette couplée à la volonté politique, en fait, ça fait que ton projet est soumis finalement aux aléas électoraux également. Et donc, comment est-ce que tu intègres cette contrainte-là aussi? Je ne sais pas si je vais Finalement, la réussir à tout question de résoudre, Virginie hein. était pire que la mienne. Je ne vais peut-être pas tout résoudre, hein. Je ne vais peut-être pas y arriver, hein, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Compliqué. Je rebondis sur les quelques questions de Grégory. Effectivement, on est tous devenus un peu des consommateurs de territoire. On est devenus des consommateurs. On vit dans une société de consommation et en fait, on en paye un peu le prix fort aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il faut être contre ou pour la société de consommation, mais on est devenus des consommateurs. On consomme nos lieux de travail, on consomme la grande surface qui n'est pas très loin, qu'on trouve pratique, puis on consomme en même temps la ville. Et puis, quand ça nous gêne, on trouve ça très pénible, pour le dire poliment, et on trouve que notre voisine est insupportable, et puisqu'on ne l'a pas choisie. Et pour autant, il y a quand même un enjeu à essayer demain de remettre ça pour essayer d'avoir un projet commun. Et je pense que j'en ai parlé dans mon propos liminaire, il ne faut pas oublier quand même cette idée de les gens se regroupent de plus en plus au même endroit. Ça veut quand même dire qu'on a besoin de vivre ensemble. Voilà. C'est quand même le fondateur. Donc, il va falloir que ce projet de décarbonation, alors nous, on l'a tourné côté décarbonation, parce que d'abord, on est un acteur de l'énergie, donc ça va bien, ça nous aide, hein, c'est plus légitime. Mais ce projet de territoire, il va falloir qu'effectivement qu'il y ait une appropriation assez forte. Alors, il va falloir, oui, comment on va gérer le problème de Madame Michu qui s'exprime et qui nous regarde, projet de bien commun. On revient sur cette idée des communs, hein, des communs au sens administratif du terme. Comment on s'assure qu'on participe tous, plus ou moins, à un projet de bien commun. On entend les élus qui disent « moi, je suis là pour l'intérêt général, j'ai été élu pour l'intérêt général, bon, je m'en suis mis plein les poches, mais c'était pour l'intérêt général, j'ai de la phobie administrative. » Bon. C'est ça, l'idée, c'est ça. L'idée qui percole derrière, c'est que si sur un territoire-là, on n'arrive pas à recréer ça, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à dépasser finalement une équipe municipale qui va dire qui va remplacer l'autre, qui va dire non, mais ce qu'a fait l'autre avant, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. C'est là où le couplage il est intéressant, de gens qui habitent sur un territoire et qui veulent y rester, qui s'engagent à moins consommer tout partout, n'importe comment, mais qui s'engagent également à vivre et à consommer localement dans leurs courses, dans leurs écoles. On est les premiers, alors moi j'habite en Île-de-France, mais on est souvent les premiers à dire « Ah ben, mais je ne vais pas foutre mes enfants à cette école-là parce qu'elle n'est pas terrible, je vais la mettre dans la ville d'à côté, parce qu'elle a bien meilleure presse. » Quand on fait ça, évidemment, on pense d'abord à nos enfants, c'est légitime, mais quand on fait ça, on va consommer de l'école dans la ville d'à côté. Et la pauvre école qui est en face de nous, ben, elle ne récupère pas nos enfants qui sont merveilleux, fantastiques et pleins de neurones et à vouloir travailler. Donc, tout est comme ça. Donc, c'est sûr que, je parlais des impacts à court terme, il y a un changement comportemental pour essayer de s'intéresser un peu à ce qui se passe chez nous et pas juste à côté, chez nous. Et donc, effectivement, il va falloir faire cette alliance qui est compliquée, hein, Virginie, qui est compliquée de se dire comment on va vraiment faire un projet de cette alliance entre les citoyens, les administrés, ceux qui viennent travailler, ceux qui habitent, ceux qui y consomment. Il y a un projet de territoire. Et ce projet de territoire, aujourd'hui, il faut qu'il fasse consensus. Alors, pas faire un truc de consensus, ce n'est pas un consent, hein, comme on fait en anglais. Si je dis rien, c'est que je suis d'accord. Ça ne suffira pas. Il faut vraiment, au titre de l'engagement des parties prenantes, s'assurer que tout le monde a vraiment envie d'y arriver. Donc ça, et ce n'est pas facile. Et souvent, ça part de l'étincelle d'un élu, d'une équipe municipale, voire d'une association citoyenne. C'est des gens, à un moment donné, qui disent, voilà, moi, je ne peux plus continuer à vivre dans ma ville comme ça. Ce n'est pas possible. Je vois la ville qui est en train de se vider de sa substance. Je ne veux pas ça. Donc, et t'entends, c'est un peu en mode critique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne reste plus rien. Il reste trois pauvres maisons dans le village. Les agriculteurs sont partis. Le postier, il n'y a plus rien. Bon, ben voilà, c'est un peu trop tard. Donc, ces gens-là, ils ont un peu de sursaut, finalement, avant de mourir, quoi. Bon, ben, essayons d'avoir un sursaut un peu avant et de se dire, bon, voilà, on va essayer de faire ça avant. Voilà. Effectivement, pour répondre aussi sur la territorialité, bah oui, on parle de compétences. Alors, on devrait parler plutôt de non-compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très, très hétérogène.
Il y a beaucoup de villes qui, effectivement, ne bénéficient pas de l'intégralité de la compétence dont elles auraient besoin. Et elles ont utilisé le système administratif français de dire si je n'ai pas la compétence, je la transfère sur l'étage du dessus ou l'étage d'à côté. Je veux dire. Et donc, en fait, on a passé notre temps à faire de la délégation de compétences. Et on se retrouve finalement avec des territoires, un pauvre élu, et je n'ai pas la compétence, donc je l'ai refilé à mon voisin, enfin en tout cas à mon voisin du dessus. Mais je ne suis pas bien sûr que le projet du territoire du voisin du dessus, ça soit mon projet à moi. Donc, c'est presque un coup de bol qui est finalement un projet d'agglo. Alors, on a gagné un des deux Français, Angers-Loire Métropole. C'est un projet d'agglomération avec Christophe Béchu. Bon, bah, il y a un bon consensus au niveau de l'agglomération. C'est 29 villes, si je ne me trompe pas. Bon, je suis à peu près sûr que dans les 29 villes, il y en a bien une qui doit considérer que ce projet d'Angers-Loire Métropole Territoire Intelligent, c'est un projet qui n'a pas de sens pour lui. Même sûr et certain. Mais comme il dira, moi, je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas la compétence, ils se démerdent. Ils prennent le truc en main. Après, je vivrai avec. Donc, voilà. C'est vrai qu'au-delà même du temps territorial, il y a quand même une sorte de temps long qui traîne derrière. Il va falloir réussir aussi à faire un pari sur 2, 3, 4 cycles électoraux. C'est sans doute l'enjeu le plus difficile. Et on n'est plus du tout habitué à ça aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le mode de fonctionnement, y compris de nos entreprises. Ton temps long, il est assis sur la rentabilité qui est escomptée à long terme? Alors, la rentabilité, on va la tourner. La rentabilité pour le territoire. Je reviens sur le point de Stéphane, c'est-à-dire qu'il faut chercher une rentabilité territoriale. Normalement, s'il y a une vraie rentabilité sur le territoire, il y aura une rentabilité économique, quelque part. Mais ça ne va pas de soi. Ça va pas de soi. Et puis, la rentabilité, le temps long est aussi nécessaire parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart de nos villes sont très endettées et donc elles disposent finalement de capacités de financement relativement faibles. Et quand il faut renouveler, l'éclairage public ou le réseau de chaleur, si on trouve que c'est pertinent d'avoir un réseau de chaleur, ça nécessite quelques capacités économiques et elles ne l'ont pas. Et donc, effectivement, il va falloir allonger le temps pour allonger la facture. Ça donne aussi des capacités. Ça pose d'autres problèmes. L'innovation, la capacité de transformer aussi le projet. En fait, si Je je n'ai pas répondu rebondis… à toutes les questions de Grégory. Il y en a peut-être encore une ou deux qui ne sont pas répondues. Non, mais Grégory va reprendre la parole, je ne m'inquiète pas. En fait, si je rebondis par rapport à ce qui vient d'être dit, donc on a forcément besoin d'un contrat global et d'un vrai partenariat où on a un vrai partenariat entre usagers, citoyens, élus, entreprises au minimum. Ça ne peut pas être un marché de partenariat, parce que le marché de partenariat aux mauvaises presse, et Grégory vient de les éliminer. Il faut réfléchir sur le temps long et donc avoir une mesure assez précise de la valeur qui est créée pour que la partie privée qui crée cette valeur puisse se l'approprier en partie et puisse avoir une rémunération honnête au travers de contrats de performance, j'imagine, ou en tout cas, faut qu'il y ait des indicateurs de performance et des bonus. Et on est sur du temps long, donc, et on est sur des projets complexes où le besoin des citoyens, des usagers peut évoluer, où les contraintes environnementales peuvent évoluer. Donc j'imagine qu'on a besoin aussi d'un véhicule juridique qui permette de s'adapter, de faire évoluer la relation. Et alors je ne sais pas si Grégory sera d'accord avec moi, et là c'est vraiment l'économiste qui parle, mais un des changements notables de la commande publique ces dernières années, c'est quand même que tout ce qui est avenantage est maintenant rendu public. Et je suis allé encore tout à l'heure sur la base européenne qui fait référence tous les avantages dans les contrats de concession. Il y en a plus de 70 000 depuis 2016. Ça veut dire que là, la transparence, si quelqu'un veut aller voir, évidemment, personne ne va voir, mais quand les chercheurs vont commencer à aller voir dans le détail, on va la voir. Donc ça va permettre d'être plus transparent, mais aussi peut-être ça va limiter la capacité d'adapter sur le temps long ces contrats. Donc ma question, elle est toute simple et elle est aussi bien pour Grégory que pour notre invité, c'est quel outil juridique vous proposez pour permettre de poursuivre tous ces objectifs? Je vais répondre, Grégory. Oui, alors je peux répondre, mais je laisserai Louis-Frédéric finir de répondre à ma question et ça complétera mon propos sur la conciliation entre les intérêts publics et les intérêts privés, parce qu'il me semble qu'il a oublié cette partie-là. S'il croyait que moi j'allais oublier ma question, forcément. Ce qui renvoie d'ailleurs à des questions qu'il y a aussi dans le fil, j'essaye de suivre en même temps le fil, justement sur l'entreprise citoyenne. Ce qui pour moi a un côté un peu mythologique d'une certaine manière.
dans la mesure où la première exigence d'une entreprise, c'est d'abord sa rentabilité économique. Mais on y reviendra à la fin. Pour répondre à la question de Stéphane, bon, d'abord, je n'ai pas dit que le modèle du marché de partenariat, parce qu'en France, on dit marché de partenariat, je n'ai pas dit qu'il était à exclure totalement. Je dis qu'il a mauvaise presse. Je dis qu'il a été mal employé. Je dis qu'il y avait souvent derrière cette notion de partenariat, en réalité, un marché de prestation de services assez banal et que ça ne me semble pas être, dans ces cas-là, effectivement, la solution adaptée à des projets très globaux. Et puis, le marché de partenariat, il a un autre inconvénient quand même, c'est qu'il répond à des prescriptions assez précises, fixées, avec des capacités d'évolutivité, mais des capacités d'évolution qui sont quand même limitées dans le temps. Il n'en demeure pas moins que je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui seraient parfaitement adaptés en marché de partenariat. Pour donner un exemple, les projets de Dijon ou d'Angers ont été menés en marché globaux de performance. Je pense que ce n'était pas le montage le plus adapté et que le marché de partenariat aurait été beaucoup plus adapté à ces deux montages-là. Voilà. À ces périmètres-là, ISO périmètre, ISO investissement, ISO projet, je pense que sur Dijon et sur Angers, on a choisi le MGP pour des raisons qui étaient un peu dogmatiques, de connaissance, de facilité, parce qu'il y avait du budget, parce que c'est plus facile d'emprunter pour une ville comme Dijon ou comme Angers, qui ne sont pas des villes très endettées. Très bien, mais je pense que ce n'est pas le modèle adapté. Le modèle adapté, pour le coup, c'était le marché de partenariat. En revanche, c'est à cause de la gestion du risque? Pardon ? Tu dis ça à cause de la gestion du risque? Je dis ça pour plein de raisons. Effectivement, la gestion du risque, les transferts de maîtrise d'ouvrage, les temps plus longs. Le marché de partenariat peut être plus long qu'un marché global de performance. Le fait d'avoir des financements sous-jacents et donc d'avoir des responsabilités financières côté privé. Il y a vraiment objectivement plusieurs raisons qui font que c'était, à mon avis, un modèle plus adapté si on veut être objectif et pas se poser la question de savoir ce qui est politiquement vendable ou pas. Pour répondre précisément à la question de Stéphane, je pense que le modèle concessif sur des projets plus globaux, plus ambitieux, avec cette notion très large que Louis-Frédéric évoquait quand il évoquait des projets, je pense que la notion de concession est un modèle adapté à deux conditions. La première, c'est qu'il faut trouver dans ce cas-là des solutions aussi pour qu'il y ait des gouvernances partagées. Ça peut se faire par voie contractuelle, ça peut se faire en passant par des CEMOP. Mais dans les deux cas, en tout cas, il faut trouver des solutions de vraie gouvernance partagée, de pilotage dans la durée. Souvent, le problème des concessions, et ça a été le problème des concessions d'eau, c'est qu'on laisse les clés au privé, on s'en va, on revient 15 ans plus tard et on se rend compte que ça n'a pas très bien marché. Mais en même temps, si on laisse les clés de son appart pendant 15 ans à quelqu'un, à un ado, sans surveiller ce qui se passe, des fois, il y a des problèmes de déco. Donc, bon, ça, c'est une réalité. Donc, il y a vraiment besoin de cette gouvernance partagée et de ce copilotage, la CEMOP pouvant être une réponse. Et puis, la concession, la deuxième nécessité, c'est de trouver des modèles économiques concessifs, c'est-à-dire des modèles où il va y avoir non seulement de la création de valeur socio-économique, mais de la création de valeur économique avec des aléas de marché, avec des usagers. Je veux dire, ça répond à des conditions juridiques. Et la condition juridique de la concession, c'est l'aléa de marché. Et si on veut effectivement trouver des modèles concessifs, il faut que les entreprises assument des aléas de marché, des risques d'exploitation commerciale. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait à un moment donné une dimension commerciale, une dimension économique à ces projets qui ne soit pas seulement le paiement par la collectivité d'une prestation, fût-elle performantielle. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Et puis, j'en profite pour en lancer une à Louis-Frédéric qui complétera mon propos parce que je suis sûr qu'il a un avis sur le sujet. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment on fait pour résoudre cette espèce de posture du privé et posture du public qui, à mon avis, est le cœur, le noyau de la difficulté, ça pose une autre question, c'est que sur des temps longs, et Virginie le disait, il y a une question de rentabilité économique. Les temps longs, ça permet la rentabilité, mais par contre, beaucoup de collectivités, et un maire récemment me disait, moi, je n'ai pas forcément envie, de me marier pendant 20 ans sans avoir possibilité de sortir, et deux, si je me marie pendant 20, voire 30 ans avec un opérateur, ce qui est certain, c'est que les technologies d'aujourd'hui, les services d'aujourd'hui, les besoins de ma population d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que ceux de 30 ans, dans 30 ans, pardon, voire même dans 10 ans, voire même peut-être pour certains dans 5 ans. Puis il y aura des évolutions réglementaires, etc. Comment est-ce qu'on fait pour
à la fois évidemment dans les modèles juridiques, mais ça, il y a toujours des solutions, je l'ai dit. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un intérêt conjoint à l'innovation et l'évolutivité? Comment est-ce que finalement la collectivité peut se dire, bah, l'entreprise qui sera mon partenaire, elle aura elle aussi intérêt à faire évoluer les services, à innover et à proposer des choses nouvelles qui répondent aux besoins de mes citoyens pendant une durée très longue, en réinvestissant régulièrement. Voilà. Et là, je te passe la balle. Sympa, hein? Merci. C'est pas facile. À mon avis, Stéphane, bientôt, on n'aura plus d'invités. Il faut le savoir. Si ça se diffuse un peu, là, on n'aura bientôt plus jamais d'invités. C'est le problème. Non, mais par contre, alors, peut-être faire une espèce pour imager la parabole. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on a tous entendu, même dans le monde académique, les problèmes de chez toi, les problèmes privés restent privés. Et quand tu passes la porte de l'entreprise, tu dois faire fi de ces problèmes-là. D'accord ? Une espèce de césure, de coupure. Pas vrai. On le sait bien, on le sait tous, c'est juste pas vrai, ça n'a jamais existé. Si on n'est pas bien chez soi, il n'y a aucune raison qu'on soit extrêmement bien au bureau, ou alors on est complètement bipolaire, quoi. Il y en a, hein, mais de la même manière, on pourrait faire l'analogie pareil. C'est pas parce que le public transfère au privé tous les risques que ça va bien se passer, et vice-versa. Et donc, il y a un peu cette idée d'arrêter de passer la patate chaude à l'un ou à l'autre, considérant que soit l'autre, a priori, a ce qu'il faut pour s'en occuper, ou l'autre ne sait pas et ne veut pas s'en occuper. Donc, il faut un peu changer le modèle de l'équipe. On aime bien les analogies sportives en France. Il faut quelqu'un qui aille porter le ballon ensemble. Voilà. Et si on ne le fait pas ensemble, en fait, la probabilité qu'on aille à l'essai est relativement faible, voire même très faible. C'est-à-dire qu'on va passer notre temps à faire des parties de jeu, où on va s'amuser, on va avancer, et puis, ah merde, on n'est pas dans la bonne direction, alors on va repartir dans l'autre direction. Et donc, en fait, on va consommer d'abord les attentes des citoyens, l'envie de chacun de s'impliquer sur un projet, on va consommer des élus, on va consommer de l'argent. Voilà. Après, il est clair qu'il y a un intérêt économique. Et si l'intérêt économique, la valeur créée, elle n'est pas partagée tant public que privé, c'est sûr que le modèle va s'arrêter. Il faut sortir des modèles, alors tu parlais des concessions d'eau, on connaît bien le sujet, de contrats concessifs où on a gagné beaucoup d'argent, trop d'argent, sans doute au détriment de la valeur créée publiquement, la valeur de l'infrastructure de distribution d'eau. Et à la fin, effectivement, 15 ans après, on se dit, bah merde, moi j'ai été l'élu, j'avais signé mon contrat, ça avait l'air magnifique, mais en fait, j'ai plutôt l'impression qu'ils se sont enrichis, mais moi je me retrouve quasiment avec le même réseau. Alors, évidemment, il y a peut-être moins de fuites, mais qu'est-ce qu'on a vraiment créé? Est-ce qu'on a créé un nouveau circuit? Pas vraiment. Donc nous, on a un peu ça à l'esprit aujourd'hui chez Engie, et on a exactement le même parallèle sur la consommation. On est un producteur d'énergie. Évidemment, on a tout intérêt à en vendre, mais on va pas non plus se mettre aveugle à dire bon, c'est pas très grave, l'efficacité énergétique, c'est pas un sujet. Tant pis. On va continuer à vendre un maximum d'énergie. Et plus on en vend, mieux on est. Non, on a ouvert les yeux. Aujourd'hui, il faut si on veut garder un minimum de valeur dans ce qu'on fait et un peu de sens, c'est quand même important pour nous, eh bien, il faut accepter d'abandonner la manière dont on pensait avant. Et effectivement, ce modèle partenarial dont on parle depuis le début, il a du sens en particulier dans le projet de décarbonation d'un territoire. C'est-à-dire que si on ne crée pas de valeur territoriale, les externalités positives dont vous parliez, Stéphane, machin, il n'y aura pas de réelle valeur économique. Il n'y aura pas de valeur juste créée pour nous. Et évidemment, nous, on est là aussi pour gagner notre vie. Hein. Aucun doute là-dessus. Mais on est prêt à la gagner. Il faut que ce soit juste. Il faut qu'il y ait une juste valeur pour nous. Et il faut comprendre. Et j'ai des exemples d'opérateurs de réseaux en France qui font des appels d'offres, d'accord, et qui ont changé de point de vue, qui faisaient des appels d'offres qui étaient uniquement au prix le moins cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui n'avaient pas le choix et qui ont répondu de moins en moins cher. Et la qualité a baissé. On était même non conforme par rapport aux normes et aux réglementations en France. Et puis à un moment donné, il y a des entreprises qui ont dit nous, on arrête. On ne répond plus. Parce que finalement, c'est économiquement non viable pour nous. Parce qu'effectivement, on a bonne presse, on s'est formé, on est habilité pour répondre et on n'est pas capable, nous, on est censé répondre dans l'état de l'art,
on ne va pas vous mettre des réseaux, par exemple, au mauvais endroit, pas à la bonne profondeur, parce que notre réputation va être entachée de ça. Et donc, en fait, on a arrêté de répondre à ces marchés-là, parce que ce n'était pas économiquement viable. Eh bien, ça y est, cet opérateur-là a compris et il a changé de stratégie. Il est allé chercher le mieux disant. Hein, on connaît ça dans les appels d'offres publics. Moins 10 ans ou mieux 10 ans. Ben, le mieux 10 ans, c'est quand même, à un moment donné, on retourne un peu le système, on retourne la table pour se dire qu'est-ce qui va être le mieux pour l'ensemble du couple privé-public. Quel est le bon niveau de transfert de risque et à quel point je rémunère le transfert de risque. Et je ne suis pas juste à passer la balle comme ça. Je lui donne le machin, il va se débrouiller du truc et puis on verra bien si ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas, ça ne peut plus marcher comme ça. Donc oui, il y a un intérêt de la valeur, quand même, économique et territoriale. Ce que tu évoquais, là, Louis-Frédéric, sur les réseaux d'eau, avec ce phénomène de réappropriation par les collectivités finalement de ce service, est-ce que tu crains ou tu observes la même chose sur les réseaux de chaleur? C'est ce que Alors, on a des cas très concrets de grands réseaux de chaleur en France, opérés pourtant sur des sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire que l'acteur public n'est pas absent finalement de la décision, mais la manière dont on a opéré, on a loupé l'objectif. On a loupé l'objectif de prix de marché, de service rendu, de qualité de l'infrastructure, de son renouvellement. C'est un peu à côté. Il y a remise en question alors. Non, Il mais, faut du coup, non, mais voilà. Donc non, mais les gens se posent des questions, c'est bien. Après, la question, la réponse à la question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt de remunicipaliser finalement ce service? La réponse est si la municipalité avait l'expertise et les moyens d'opérer le réseau, moi, foncièrement, en tant que citoyen, ça ne me pose pas de problème. En tant qu'Engie, si je suis titulaire aujourd'hui du marché, ça m'embête parce que je vais perdre un marché, évidemment. Je vais perdre de la rémunération. Mais du point de vue du citoyen, si le fait qu'une municipalité récupère le service parce qu'elle est vraiment capable de l'opérer, elle est capable de l'emmener sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, y compris les ruptures technologiques avec un très bon qualité de service, objectivement, ça ne pose pas de problème. Mais on est quand même en train de se dire, c'est une compétence technique, voire techno. Est-ce que c'est vraiment une compétence qui doit être détenue par une collectivité locale? Quelle est une capacité à comprendre, à décider, à diriger, à orienter ses investissements? Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais est-ce que c'est vraiment son rôle d'opérer ce type de réseau? Donc, ça pose quand même une vraie question on parlait de compétences territoriales et de prérogatives. Effectivement, la région, l'agglo, la ville, elles ont des compétences d'aménageur de mon point de vue du territoire, d'orientation des politiques publiques sur ce territoire. Est-ce qu'elles ont vraiment un rôle à opérer des réseaux de chaux, des réseaux d'éclairage public, des bornes de recharge? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un vrai... Si tant est qu'elles aient les moyens de le faire économiquement et techniquement. Hein. Parce qu'effectivement, le coût de fonctionnement, donc le coût de nos impôts, est quand même lié au dimensionnement des équipes municipales. Mais il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un vrai risque. Louis-Frédéric, parce que je rebondis là sur la remunicipalisation. Moi, j'ai le sentiment que cette remunicipalisation, elle peut avoir éventuellement du sens sur des segments de services très simples, voilà, qui ne nécessitent pas une expertise particulière, mais sur des projets, puisqu'on est quand même sur le sujet de la Smart City, moi, juste un retour d'expérience que j'ai entendu de Jean d'Angers, justement, et qui me disait ce qui est formidable à Angers, c'est finalement pas l'addition des technologies. Éventuellement, le fait d'avoir mis un hyperviseur, ça c'est un truc un peu nouveau. Le fait de faire tout en même temps, ça c'est très nouveau. Mais en réalité, ce qui a été perçu comme une grande innovation, c'est la transversalité. Et qui était vraiment un manque, y compris dans les services de la collectivité, qui étaient des services en silo comme dans toutes les collectivités.
Donc, je pense que sur un sujet Smart City, pour compléter un petit peu ce que vous disiez sur la remunicipalisation, je ne suis pas certain que sur les sujets Smart City, la remunicipalisation soit même envisageable. Déjà, si les municipalités ont les compétences techniques pour suivre les contrats, c'est déjà très important. Et très souvent, ce qu'on constate dans les PPP, pour répondre à ce que disait Stéphane, comme dans les concessions, c'est un manque cruel, considérable de compétences mobilisées sur le suivi des contrats côté public. Et c'est la condition de la performance pourtant côté privé, puisque c'est la condition effectivement d'être deux à porter le ballon. Et de ne pas dire j'ai passé le ballon au privé, c'est fini, maintenant je m'assois sur le banc et je le regarde courir. Et ça, c'est vraiment le très très gros problème. Maintenant, si on veut aller un cran plus loin et je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais ça sera peut-être, en tout cas, ce sera sans doute ma dernière question, c'est concrètement, de quoi on parle? C'est-à-dire qu'on parle depuis un bon moment de choses finalement un peu abstraites. Ce que je veux dire par là, c'est concrètement, est-ce que tu peux nous dire finalement quel type de service la ville devra délivrer demain? Le panel de services que la ville devra délivrer demain pour être au rendez-vous des attentes des citoyens et finalement quelle masse d'investissement pour une ville moyenne ça représente, parce que tu disais les collectivités n'ont pas les moyens. En réalité, aujourd'hui, les collectivités, elles savent emprunter, mais elles savent emprunter avec des limites. Elles savent emprunter sur des temps qui sont longs, mais qui ne sont pas non plus infinis. Comment aujourd'hui tu vois, toi, le panel idéal de services de la Smart City et, j'allais dire, ton projet idéal, et qu'est-ce que ça représente en termes de volume d'investissement pour une collectivité? Je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu peux répondre, ce n'est pas facile, mais voilà. Allez, je termine sur une question pas plus sympa que les précédentes. Comme ça, voilà, je serai conforme à ma réputation et tu ne seras pas surpris outre mesure. Ah, très bien, je vais essayer de répondre. Juste avant, pour terminer sur le point de la remunicipalisation, moi, je n'ai pas de problème avec la republicisation finalement des contrats, c'est-à-dire remettre l'acteur public au cœur du contrat. Et ça, je pense que ça, la gouvernance dont on parle depuis tout à l'heure, elle a du sens. C'est-à-dire que l'acteur public ne se désengage pas, il reste totalement engagé, mais il s'adjoint les services de quelqu'un qui va l'aider à co-construire le territoire, y compris les administrés, évidemment. Un opérateur technique. Voilà. Et là, on parlerait plutôt d'une republicisation. Alors, je ne sais pas si le terme est bon et même très moche, mais qu'importe. C'est cette idée-là. C'est-à-dire, finalement, il n'a pas abandonné son projet. Il est à la manœuvre. Il est là pour diriger, coordonner et instruire le projet. Et pour moi, ça a du sens. Parce qu'évidemment, quand on a un problème dans sa ville, les gens ne vont pas voir Engie ou je ne sais pas qui, ou d'autres de nos concurrents qui sont d'ailleurs très, très bons. Ils vont voir le maire. C'est ces gens-là, il est responsable, il a été élu pour ça. Voilà. Donc, il ne faut pas le désinvestir finalement de sa fonction, de ses prérogatives de gestionnaire du territoire. Quelle serait la Smart City ou la ville idéale, effectivement? Alors, je pense qu'il y a deux thématiques. Il y a une thématique qui est tournée d'abord sur les infrastructures de la ville qui ont besoin de se transformer. Les bâtiments. Nombre de villes ont un parc bâtimentaire dans un état pas possible parce qu'il faut tout rénover. Et puis, du coup, comme ce n'était pas rénové, c'était ouvert au froid, à la pluie, on a vraiment des trucs dans un mauvais état, et bien, ils ont loué d'autres bâtiments. Parce qu'évidemment, pour leurs propres salariés, c'était compliqué de les mettre. Donc, on se retrouve avec un parc immobilier invraisemblable, soit qui s'est étendu pour de mauvaises raisons, soit parce qu'évidemment, on n'avait plus le choix, il fallait quand même mettre les gens dans des conditions de travail à peu près normales. Donc, il y a un enjeu massif, à mon avis, du côté bâtiments publics, écoles, les hôpitaux, les bâtiments administratifs. Il y a un enjeu à reprendre ce patrimoine et qui a été investi par nos anciens avant, et d'en faire quelque chose qui va aller plus loin dans le temps, quitte d'ailleurs à imaginer des nouveaux usages de ces bâtiments. Ce n'est pas parce que c'est la mairie que ça ne peut pas être aussi un coworking. Alors, ce n'est peut-être pas un restaurant, on est d'accord, mais ça peut être un vrai coworking, ou ça peut être ou une boîte de nuit, si tu veux. Ça peut être aussi un véritable espace pour les étudiants et les élèves,
Voilà. On a souvent attribué un bâtiment, une fonction. Alors évidemment, l'école, c'est sans doute un bâtiment, une fonction. Mais il y a un certain nombre de bâtiments publics sur lesquels on pourrait loger vraiment de manière adéquate de multiples services. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et après, le fait que le bâtiment soit bien chauffé, bien étanche, consomme peu, bien connecté, voilà. Donc la partie bâtimentaire, évidemment. Toute la partie des réseaux d'énergie. Voilà, s'assurer que les réseaux d'énergie, qui sont prévus pour des durées de vie pour le coup très longues de base, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on s'assure qu'aujourd'hui, les réseaux d'énergie qui sont propriétés des collectivités territoriales, je le rappelle, soient prêts à passer le cap du futur, soient vraiment pérennes dans les matériaux, dans leur niveau de consommation, dans leur capacité à s'adapter aux usages. La voiture électrique, c'est fantastique, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand tout le monde va vouloir recharger sa bagnole à 19 h, on va se retrouver avec un réseau qui va s'effondrer, ou alors on va avoir des pics de réseau et donc on va bénéficier de la solidarité européenne et on va aller acheter de l'énergie. C'est passé il y a 2 ans. On va aller acheter de l'énergie en Allemagne, produite par des centrales à charbon, et donc on est complètement, c'est n'importe quoi. Et en plus, on l'a acheté à 6 000 € du mégawattheure, alors que ça en vaut 20 en mode normal. Donc en plus, économiquement, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc il y a quand même cette idée des grands réseaux d'énergie, de chaud, mais pas que, de froid, peut-être si on a de plus en plus de besoins de froid, il faut peut-être réfléchir à avoir des choses un peu centralisées, des choses comme ça, des réseaux d'éclairage et des réseaux de mobilité, du transport public décarboné. On parlait de la voiture électrique à l'instant. Ça ne peut pas être qu'une injonction d'une collectivité locale de dire, certaines le font, et peut-être qu'elles ont raison, de dire on ne veut plus de véhicules thermiques. La contrepartie, c'est qu'elles mettent à disposition des habitants de son territoire, y compris ceux qui y passent dans la journée, ceux qui y travaillent, des infrastructures de recharge qui soient pertinentes et aux endroits pertinents. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de mettre une borne de recharge à la mairie, c'est bien, mais ça sert à personne. Ça sert éventuellement aux quelques élus et administratifs de la ville qui vont à la mairie. Mais nous, on ne vit pas dans les mairies. On vit chez nous, on vit au bureau, on vit à la campagne. Et donc, effectivement, il faut que l'infrastructure elle soit déployée aux bons endroits pour qu'elle ait du sens et, voilà, et qu'on soit prêt nous-mêmes à investir dans des voitures, dans des véhicules électriques ou des véhicules hybrides. Voilà. Donc, cette infrastructure-là, et il faut qu'elle soit couplée, je continue sur la mobilité, il faut qu'elle soit couplée avec des modes de transport public qui soient aussi adéquats. Donc, évidemment, on sait aujourd'hui faire des bus électriques, des bus à hydrogène, des bus au gaz vert, tout ça, on va bien. Mais voilà, il faut qu'il y ait un vrai couplage entre véhicules privés pour nos usages propres, des transports publics qui soient à proximité, et que tout ça, il y ait une réflexion globale. C'est bien de faire un tramway, par exemple. Moi, j'ai plein d'exemples de tramways qui ont été faits en Île-de-France. C'est merveilleux. Enfin, si vous habitez à 10 km du tramway, il va bien falloir aller à la gare du tramway, donc vous allez en bagnole, parce que c'est trop loin, et qu'il n'y a pas de bus. Et en tout cas, il n'y a pas de bus à l'horaire qui vous arrange. Donc, on voit bien qu'il faut être cohérent. Avoir un mode de transport public massif, c'est extrêmement efficace, mais il faut toujours penser finalement au dernier kilomètre ou aux derniers kilomètres. Il faut recréer un continuum entre nos vies privées, nos habitats et les infrastructures publiques. Et pas juste dire, je mets une infrastructure publique, puis ils se démerderont bien pour aller la prendre. Ça ne marche absolument pas. Même conceptuellement, on voit bien la limite du truc. Du transport public et du transport privé, des infrastructures énergétiques, des bâtiments finalement qui soient étanches. Je n'oublie pas les bâtiments privés, on en parlait tout au début. Il faut avoir des politiques publiques qui accompagnent les territoires, les particuliers et les industries dans leur transformation énergétique. Stéphane nous parlait tout à l'heure de la taxe carbone, un vrai sujet. On a eu plein de politiques publiques, notamment dans le cadre de la PPE en France, on disait on va mettre la taxe carbone à 200 €. À 200 €, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les industriels ont dit mais si vous faites ça, nous on meurt. Parce qu'évidemment, nos petits concurrents de l'Europe, voire un peu plus loin, ils s'en foutent de la taxe carbone. Il n'y en a même pas. Donc, en fait, on est dans une économie de marché. Et donc, il faut avoir une pensée cohérente sur le sujet. Donc, oui, il faut accompagner les territoires dans la transition. Et donc là, c'est plutôt dans le modèle inductif dont je parlais. C'est des politiques publiques, c'est des subventions, c'est une partie de la fiscalité finalement qui revient au service des gens. Il faut des mécanismes. C'est là où le pouvoir public a un vrai rôle à jouer. Des choses qui ont un vrai rôle à jouer. Et que ça soit auditable. Et pas juste quand la Cour des comptes fait un rapport pour dire que c'est une politique publique invraisemblable, qu'ils en prennent acte. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des rapports de la Cour des comptes
absolument terrible. L'acteur public dit bah oui, bah, je me suis loupé, je suis désolé. En fait, je ne me rendais pas compte de mon truc, mais c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Bon, voilà, c'est plus totalement vrai, je vois Grégory Quito, mais c'est quand même, de temps en temps, on est un peu surpris. On est un peu surpris des trucs. Moi, il m'arrive d'être un peu surpris de ce que je lis dans les rapports de la Cour des comptes et je me demande un peu qui les a écrits. Parce que je pense que si on voulait que la Cour des comptes soit une autorité pleine et entière, il faudrait pour ça qu'elle en ait voilà, la plénitude des compétences. C'est bien ça. C'est une question. Non, mais on revient à un sujet, et je valide, il n'y a aucun problème avec ça. On revient sur un sujet de la compétence. Il faut, à un moment donné, s'adjoindre les compétences dont on a besoin, quel que soit le projet. Et donc, d'autant plus pour un projet de low carbon city, de smart city, on voit bien qu'il y a plein d'aspects dans la ville. Et donc, en fait, il faut, à un moment donné, mettre quelqu'un qui est capable d'agréger des compétences. Et aujourd'hui, je parle au nom d'Engie, mais Engie et ses partenaires et d'autres de nos concurrents et leurs partenaires. On a des projets aujourd'hui où les agriculteurs de la ruralité est extrêmement forte. On ne peut pas faire de projet de territoire intelligent sans associer le monde agricole. Ça n'a aucun sens. Et donc, il faut que chacun, voilà, les agriculteurs ont un vrai rôle à jouer là-dessus. Comment on associe le monde agricole au monde urbain? Comment on recrée des continuums entre la ville et la ruralité? C'est évident parce que ça a du sens pour les territoires et pour les gens qui y vivent. Et pour autant, les agriculteurs ne sont pas que des gens qui vont fournir de la nourriture pour qu'on se nourrisse. Ils peuvent avoir un rôle à jouer, notamment également dans la nourriture énergétique. La plupart des renouvelables, même 99% des renouvelables dans le monde entier, sont faits dans les campagnes. Les éoliennes, on ne les fout pas au milieu de la ville. C'est pas vrai. Les champs solaires, les grandes fermes, elles ne sont pas au milieu de Paris. Hein, elles sont dans un champ, à proximité d'une forêt, et donc elles sont totalement imbriquées dans le monde rural. Donc effectivement, dans un projet, moi, idéal, eh bien, l'ensemble des acteurs du territoire vont avoir un rôle à jouer, chacun à sa mesure, chacun dans sa compétence et son expertise, pour que ça ait du sens pour chacun. Combien ça coûte? Pour une ville moyenne, c'est très compliqué à dire. Je ne sais pas dire. C'est variable. C'est plusieurs millions d'euros à chaque fois, évidemment. Angers, c'est 180 millions d'euros sur un projet de 12 ans sur un territoire important. Et on est déjà en train de commencer à avenanter. 180 millions d'euros. C'est très important, je dis. Ah, on est en train de perdre Frédéric, la connexion. Dans la Smart City, il y a Vous aussi m'entendez? des réseaux de télécommunications. Voilà, c'est ça. C'est revenu. Oui. Tu nous parlais du poids et des enjeux que tu avais observés sur Angers. Oui. Ouais. 180 millions d'euros sur 12 ans. Petite ville, hein. Angers est une petite grande ville. Donc, quand on se rend compte que pour traiter une partie du sujet, il y a presque 200 millions d'euros sur 12 ans pour une petite grande ville, Christophe Béchu ne m'en voudra pas de dire ça, je suis canet, donc il ne m'en voudra pas de dire que c'est une petite grande ville, Angers. C'est que les enjeux sont considérables et là on parle que d'une toute petite partie du sujet parce qu'Angers c'est très bien ce qui a été fait mais ce n'est qu'une partie du prisme en fait. Stéphane, pardon, je me suis permis de… Oui, je suis en train de regarder les questions. Bon, on va clore la conférence maintenant. On a déjà pris en compte pas mal de questions qui étaient posées dans la partie Q&A. Il y en a une à laquelle je vais répondre par écrit, celle de Vincent. Donc, Vincent, il faut rester connecté après. Il me reste à vous remercier tous de votre présence ce soir. On a tous compris que le prochain séminaire porterait sur la Cour des comptes. Voilà, donc on annoncera bientôt la date et le thème exact. Je voulais vous dire aussi que devant le succès de nos webinaires, parce qu'on a quand même au regard du nombre d'inscrits, il y avait plus de 130 inscrits ce soir, vous étiez une cinquantaine à être connectés. Au plus haut, essentiellement, je pense, parce que vous savez très bien que tout est enregistré, que tout sera mis en ligne ce soir ou demain ou plus tard sur le site de la chaire. Mais devant le succès de nos webinaires, on a décidé de les organiser de manière plus fréquente et plus régulière. Donc, dorénavant, on aura des webinaires qui seront une fois par mois, le premier jeudi de chaque mois, et nous l'avions décidé avant que les questions soient posées ce soir et on ne va pas revenir sur cette décision, mais ce sera co-organisé avec GB2A. Alors peut-être pas avec Grégory, mais essentiellement avec Virginie ou peut-être les deux, on verra.
si Grégory arrive à changer un peu le contenu de ses questions au cours du temps. Enfin, voilà, si on veut Euh, polémiquer ou pas. Voilà, et on démarrera concrètement sur ce rythme d'un webinaire par mois à partir du mois d'octobre, mais le programme sera connu dès le mois de juin pour le début, enfin pour la rentrée de l'année prochaine. Donc on reste connecté. On verra si on les fait en distanciel ou en présentiel. Tout ça n'est pas encore totalement bouclé. Je vois que Louis-Frédéric il est revenu. Il est figé ou bon. Ah, ça va. Je Je, ne bouge plus, mais je suis là. Je ne bouge je, plus, mais je suis là. je ne sais pas dire que d'habitude cela se fait en présentiel et que nous avons du champagne à la fin, et que depuis qu'on est passé en distanciel, bon bah, nos invités n'ont pas droit au champagne. On verra un petit peu comment on s'adapte à la rentrée, s'il est possible de revenir en présentiel ou si on reste sur une formule distancielle. En tout cas, vous en saurez plus très vite. Restez connectés et regardez un peu les news sur Twitter et sur les sites web et de GB2A, donc qui sera notre partenaire pour les webinaires, et sur le site de la chaire EPPP. Et un grand merci à tous. Un grand merci en particulier à Louis-Frédéric Robin pour sa disponibilité et son punch ce soir et sa capacité à répondre aux questions de Grégory. Je vous remercie et je vous souhaite Merci. tous une bonne soirée. Merci à tous. Merci. Merci. Et Vincent, pour répondre à votre question, si vous êtes encore en ligne, envoyez-moi un mail et je vous réponds directement. Il n'y a pas de problème, je vous donnerai les coordonnées. Bonne soirée.